Duplex de Paris, Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte dans l'affaire UBS France, elle soutient mordicus Julian Assange et tous ceux qui font jaillir la vérité. Carlo Lombardini, avocat, spécialiste en droit bancaire et financier, il a défendu une grande banque à Genève et pour lui le whistleblowing a des vertus s'il est bien encadré. Mireille Zaki, rédactrice en chef de Bilan, elle est sévère avec ceux qui tombent confortablement de leur fauteuil sur Julian Assange et invite l'Occident à ne pas oublier ses valeurs. Mourad Julien Alder, avocat, député PLR au Grand Conseil genevois, il rappellera que protéger les lanceurs d'alerte ne veut pas dire autoriser à révéler tout et n'importe quoi. Serge Michel, ancien directeur adjoint du Monde, rédacteur en chef de Heidi.news, il a collaboré avec Wikileaks avant de prendre ses distances avec leur méthode. Et enfin Guillaume Saoli, président du Parti Pirate International, expert en cybersécurité, il affirme que Julian Assange est devenu très vite une balance servant son agenda personnel. Merci à tous d'être avec nous. Stéphanie Gibaud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous en duplex à Paris. On le sait, vous avez dénoncé UBS France et ses pratiques de démarchage illégal de clientèle en vue d'échapper au fisc. Vous êtes devenu en quelque sorte une des figures françaises du lanceur d'alerte. Julian Assange a préfacé votre livre, La traque des lanceurs d'alerte. Vous le défendez bec et ongle sur toutes les plateformes, y compris ce soir. Pour vous, si je résume, Julian Assange a fait tout juste. Mais moi, j'ai surtout été interpellée par le titre héros ou salaud. Vous qui êtes journaliste, vous savez très bien que dans la vidéo Collateral Murder qui a été fournie par Chelsea Manning, à l'époque Bradley Manning, à Wikileaks, il y a des journalistes de Reuters qui ont été assassinés par ces soldats américains. Donc, en tant que journaliste, je pourrais vous poser la question je pourrais à vous poser la question mais comment est-ce que vous envisagez ça? Vous voyez, il faudrait vraiment demander à la famille de ces journalistes qui ont été assassinés s'ils estiment que M. Assange est un salaud. C'est pour moi juste aberrant qu'on puisse avoir ce raisonnement-là, parce qu'il a un traitement depuis plus de 6 ans qui est d'avoir été enfermé sans pouvoir mettre le pied dehors, sans pouvoir voir la couleur du ciel ni le soleil. C'est-à-dire que ce sont des traitements qui sont réservés à des criminels de sang, et même pire. Il a choisi, pardonnez-moi Stéphanie Gibaud, il a choisi d'aller se réfugier dans l'ambassade d'Équateur. Ces personnes ne l'a enfermé dans l'ambassade d'Équateur. Mais alors, et ça c'est un vrai débat aussi, c'est pourquoi ce petit État qu'est l'Équateur, avec Rafael Correa, qui a eu un courage quand même son ancien président, plutôt de gauche. L'ancien président, voilà, de l'Équateur. Pourquoi est-ce que la communauté internationale l'a laissé tout seul? On va peut-être rappeler qu'en 2016, il y a des experts de l'ONU qui ont estimé que Julian Assange devait être immédiatement libéré de l'endroit où il était, justement, parce qu'il devait recouvrer sa liberté et qu'il n'avait absolument pas à être là, que c'était de manière arbitraire qu'il était enfermé. Donc on est à la fois sur un problème des droits de l'homme, on est à la fois sur un problème de journalisme, de Wikileaks, c'est une plateforme qui recueille des informations qui viennent des lanceurs d'alerte, justement. Julian Assange a laissé la parole aux lanceurs d'alerte, sans jamais en briser l'identité. L'anonymat a toujours été préservé par Wikileaks. Les journalistes ont pu se servir de toutes ces informations. Et puis aujourd'hui, et c'est pas aujourd'hui seulement, c'est-à-dire depuis 6 ans et demi, la communauté internationale a complètement a été tellement silencieuse. Moi, j'ai été révoltée, vraiment. J'ai été révoltée forcément du sort qui est arrivé aux lanceurs d'alerte dont je fais partie, mais le traitement de Julian Assange dépasse l'entendement. Alors, votre première intervention, elle mérite d'être claire. On a compris quelle était votre position sur Julian Assange. Il ne vous aura pas échappé, Stéphanie Gibaud, que d'aucuns ne sont pas forcément toujours d'accord avec vous. On en a quelques-uns en plateau. Il y en a d'autres ailleurs, mais on revient vers vous tout de suite à Paris. Carlo Lombardini, quand je vous ai demandé au téléphone en préparant cette émission, faut-il sauver le soldat Assange et non pas est-il un héros ou un salaud, faut-il sauver le soldat Assange, vous m'avez répondu, mais non, quelle horreur, surtout pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un whistleblower. Un whistleblower... Whistleblower, c'est le mot anglais pour lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte est quelqu'un qui travaille dans une société, qui s'aperçoit d'actes illégaux et qui avertit les instances supérieures ou les autorités pénales compétentes. C'est tout.
Vous travaillez dans une société, vous apercevez qu'il y a de la viande avariée qui est faite et qui est mise en vente. Votre chef n'est pas intéressé. Vous avertissez le conseil d'administration. Pour ceux qui siègent au conseil, ça peut être utile. Parce que s'il y a un scandale, et il y en a toujours, eh bien, vous pouvez dire on a fait tout ce que l'on pouvait. On a aussi cette source d'information possible. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte. Et mérite-t-il pour autant, on y reviendra en fin d'émission, mais mérite-t-il pour autant d'être enfermé, bon gré mal gré, pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur, de risquer d'être condamné à 50 semaines de prison en Angleterre, de risquer l'extradition aux États-Unis? À l'ambassade d'Équateur, il y allait spontanément. Je pense que c'est une personnalité narcissique qui ne mesure pas les conséquences de ses actes. Et je pense que quelqu'un qui reste enfermé à l'ambassade d'Équateur pendant 7 ans souffre de dérangements importants. C'est inconcevable. C'est pire que la prison, probablement. Mais y aller spontanément. Après, est-ce que techniquement, il doit être extradé aux États-Unis? Je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir des éléments probablement de défense dans la mesure est-ce que l'infraction est politique ou pas. Ça peut se discuter objectivement, mais c'est un aspect juridique. On va en discuter tout au long de cette émission. Mais d'abord, qui est cet énigmatique monsieur Assange et comment en est-il arrivé là où il en est arrivé, au point de tenir la planète en haleine? La réponse avec la mémoire encyclopédique de Christophe Sierro. Attention, certaines de ces images peuvent un peu choquer. Julian Assange, barbe en broussaille et affaibli, délogé de l'ambassade d'Équateur à Londres et qui crie résistance. Assange l'encombrant, lâché par Quito qui l'accuse même d'espionnage. Nous avons retiré l'asile à cet insolent et nous avons enlevé un caillou de notre chaussure. Assange a vécu 7 ans reclus sous protection équatorienne pour échapper à une extradition vers la Suède où il était suspecté de viol. Mais surtout, Assange reste dans le viseur de Washington pour ses révélations. Car Julian Assange, c'est d'abord Wikileaks, un site d'information qui s'appuie sur un réseau de lanceurs d'alerte. Premier gros coup en 2008, la publication d'une bavure de l'armée américaine. Sur ces images, un hélicoptère Apache abat des civils irakiens et 2 journalistes de l'agence Reuters en 2007 à Bagdad. À l'origine de cette fuite, Bradley Manning. L'ex-analyste du renseignement américain sera condamné à 35 ans de prison pour avoir transmis des centaines de milliers de documents confidentiels à Wikileaks. Bradley, devenu Chelsea Manning, libéré puis à nouveau écroué il y a 2 mois pour refus de répondre à un grand jury américain qui continue d'enquêter sur le système Assange. Assange, chevalier blanc à ses débuts, qui utilise les plus grands quotidiens comme des relais décryptant ses informations. Assange qui peu à peu joue cavalier seul, livrant de l'information brute uniquement sur Wikileaks sans protéger ses sources. Assange, l'ambigu. Bête noire de Washington, Assange a aussi fait le jeu politique du républicain Donald Trump en publiant les 20 000 mails piratés au camp démocrate de sa rivale Hillary Clinton dans la présidentielle américaine. Assange, soutenu par un autre lanceur d'alerte, Edward Snowden, au moment de son arrestation en avril. Les détracteurs d'Assange peuvent se réjouir, mais c'est un jour sombre pour la liberté de la presse. Assange en prison, qui attend de savoir si Londres va le livrer à Washington. Pour l'heure, il est inculpé par plusieurs procureurs américains d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un piratage informatique. Assange risque pour ce chef d'accusation jusqu'à 5 ans de prison. Guillaume Saoli, vous connaissez ou au moins vous suivez Julian Assange depuis ses débuts. Et quand je dis ses débuts, c'est ses tout débuts, c'est le début des années 90. Moi, je savais même pas qu'Internet existait, que vous le suiviez déjà. Bien avant Wikileaks, il était à l'époque dans le lancement d'Internet en Australie. Pour vous, le Julian Assange, héros désintéressé que l'on connaît ou que décrit Stéphanie Gibault, n'est pas exactement le vrai Julian Assange et ne l'a peut-être même jamais été. C'est une personnalité extrêmement complexe. Oui, il a pas été toujours le personnage qu'il a été. Il a été impliqué dans du piratage informatique à l'époque en Australie. Et certains ont une cuisante mémoire des agissements de Julian, surtout ses camarades de jeu, parce qu'eux se sont retrouvés très rapidement face à la police australienne, de manière très brutale. Maintenant, ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé dans Wikileaks, c'est différent. Je veux dire, c'est une personnalité qui a été mise au placard, et quand je dis un placard, 18 mètres carrés pour y vivre au quotidien,
c'est vraiment un mouchoir de poche et les conditions dans lesquelles il a été traité sont très difficiles. Ça, c'est clair. Maintenant, sa personnalité, elle n'a jamais été toute blanche, elle n'a jamais été toute noire, mais c'est quelqu'un qui a évolué dans un monde qui est extrêmement interlope et qui n'a pas forcément toujours choisi le bon côté des choses. Mireille Zaki, un homme qui n'est ni tout blanc ni tout noir, qui sert peut-être en partie un agenda personnel. Quand on prend sa biographie, on se rend compte que sa vie, sa jeunesse est extrêmement mouvementée. Vous balayez tout ça, vous dites tout ceci n'a aucune importance face à l'importance des secrets qu'il a révélés. Ça n'a absolument pas lieu d'être dans ce débat, de dire Julian Assange maltraitait son chat, il avait mauvais caractère, c'est un narcissique, il est dérangé. Vous avez dit même dans le reportage, il utilisait les quotidiens comme des relais, mais c'est normal, c'est le travail des quotidiens de s'emparer de cette source première et d'en faire un travail. Sa personnalité, c'est comme de dire, voilà, il y a Mandela ou Gandhi qui étaient méchants avec leur entourage et puis qui maltraitaient leurs canaris. On s'en fiche. En règle numéro 1 de journalisme, il y a la déontologie qui nous dit que la pesée des intérêts va toujours être en faveur de l'intérêt général. Monsieur Maître Lombardini n'est pas journaliste, alors lui il dit que c'est pas forcément ça ce qui prime. Mais pour le journaliste, il existe le journaliste pour faire prévaloir l'intérêt général. Donc par défaut, il va défendre l'intérêt général seulement s'il y a lieu de protéger une information parce que le fait de la divulguer provoquerait des dégâts plus importants à des personnes innocentes. C'est là qu'on ne divulgue pas. Mais dans tous les autres intérêts, l'intérêt général prime. Et ici, il s'agit de dévoiler des méfaits majeurs, les plus majeurs du XXIe siècle. On avait eu des mensonges officiels à propos de la guerre en Irak. On en apprend plus grâce à lui sur ce qui se passait en Afghanistan, en Irak, à Guantanamo, les manipulations des primaires du Parti démocrate. On ne peut pas vivre sans avoir ça. On a besoin de contre-pouvoir, on est en démocratie. Ces personnes-là sont vitales. On ne peut pas du tout mettre au même plan le mauvais caractère de Julian Assange avec l'intérêt immense des documents qu'il a permis au monde entier de connaître et qui vont compter dans l'histoire et faire date. Mais sa personnalité, elle ne va pas faire date parce que personne ne sait Martin Luther King ou Gandhi. S'il était gentil Mandela. ou méchant avec son chat. Oui, au petit déjeuner, comment il était avec son entourage. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas venir avec ça. Après, il y a eu l'agression sexuelle, effectivement, mais elle a été classée sans suite. Et aujourd'hui, sa détention, elle a été dénoncée par l'ONU comme étant exagérée, arbitraire. Il demande sa libération. Reporters sans frontières a aussi dit que lui, il est la première source qui aurait dû être protégée, mais il n'a pas été protégé en tant que source. Du fait de comment il a été traité par la justice britannique notamment. Et donc voilà, intérêt général, tout ce qui compte. Serge Michel, je vous vois opiner du chef. Vous avez collaboré avec Wikileaks en tant que journaliste. C'était à l'époque où vous étiez au Temps. C'était, je crois, dans l'affaire des câbles diplomatiques, le fameux Cablegate. C'était un peu le moment de l'idylle entre Julian Assange et les grands journaux sérieux. Et puis, vous avez fini, comme d'autres grands journaux sérieux, le New York Times en tête, par prendre votre distance avec ses méthodes. Expliquez-nous. Bien, non, c'était fin 2010. En effet, Cablegate, j'avais négocié pour le Temps l'accès à ces documents, en tout cas pour tout le volet suisse. Donc, il avait principalement travaillé avec 5 journaux, le New York Times, le Guardian, Le Monde, Spiegel et Le País. Et puis, voilà, on avait discuté avec eux, on avait accédé à ces documents, et c'était effectivement intéressant. Je pense qu'il a servi la démocratie, je rejoins Mirette sur ce point. Je pense que c'est quelqu'un qui a, voilà, mais je rejoins aussi Carlo Lombardini en disant que ce n'est pas forcément un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a relayé des lanceurs d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est Chelsea Manning, qui a pris beaucoup de risques et qui l'a payé cher. Mais pourquoi vous avez fini par vous fâcher, entre guillemets, avec Wikileaks ? Le point où tous les journaux sont fâchés avec lui, c'est que lui estimait finalement qu'on pinaillait, on voulait travailler sur ces documents alors que ces documents parlaient tout seuls. Moi, je suis journaliste et j'ai des méthodes, et notamment, je sais qu'une fuite, c'est pas une enquête. Une fuite, c'est le début d'une enquête. À partir d'une fuite, on travaille, on croise des informations, on vérifie, on appelle les gens, etc. Et surtout, on retire des documents qu'on publie, tout ce qui peut mettre en danger des personnes. Julian Assange voulait publier tous les documents comme ça, et il y avait par exemple des traducteurs qui ont travaillé pour l'armée américaine ou pour les services secrets américains. Il y avait des sources des services secrets américains qui étaient citées dans les documents. Nous, les journalistes, on pensait qu'il fallait barrer ces sources pour les caviarder, comme on dit. Caviarder ces sources. Lui estimait que non, il fallait les passer. Et finalement, il a effectivement travaillé avec ces 5 journaux pour 3 opérations, donc sur l'Afghanistan, sur l'Irak et sur les Cablegates. Et ensuite, il a dit, j'en ai plus besoin. Et il s'est fâché avec tous. Donc, il a estimé qu'il devenait lui-même un média et qu'il n'avait plus besoin de journalistes qui travaillent sur ces documents. Là, je suis vraiment
très... je pense que non, en fait. Je pense que les journalistes servent à quelque chose. En tout cas, je suis journaliste et j'espère que je sers à quelque chose. Et cette méthodologie qu'on a, cette déontologie qu'on peut avoir, qu'il faut avoir, lui ne l'avait pas. Il a voulu, au fond, exister tout seul. Et il n'avait plus besoin du New York Times, plus besoin des autres. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lui a ce sort que je déplore. Moi, je suis contre l'extradition. Je pense que la justice britannique doit traiter toute seule cette affaire et ne pas... Enfin, j'espère qu'elle est indépendante et qu'elle le fera. Mais en attendant, le New York Times a continué de sortir des informations sur Trump, sur d'autres sujets. Il y a sans cesse un travail d'enquête qui est continu et les journaux sont là pour ça. On recherche la vérité. Lui, Assange, n'a pas cherché la vérité. Il a plus cherché à diffuser massivement des documents et puis à en retirer un certain profit personnel. Stéphanie Gibaud, vous avez ici un Serge Michel, grand reporter, prix Albert Londres, qui vous dit le journalisme, ça suppose une certaine déontologie, ça suppose des règles, à commencer par la protection des sources, règles sur lesquelles Julian Assange s'est assis, ou au moins avec lesquelles il a pris un certain nombre de libertés, en ayant pour politique de balancer, sans filtre, comme ça, de l'information brute. Ça n'est pas un petit peu problématique sur le plan méthodologique ? Écoutez, moi j'ai pas le même avis, j'ai exprimé mon avis tout à l'heure, puisque si vous prenez mon cas, moi je n'ai jamais travaillé avec Wikileaks pour le dossier UBS dont vous avez parlé en introduction. Qui a donné mon nom aux médias? Qui a brisé ma vie parce que mon nom est devenu public? Alors que moi, mon alerte, je l'ai faite en interne, auprès de la direction d'UBS, auprès de tous mes dirigeants à Paris, auprès de ma hiérarchie. Et comme rien ne bougeait et que ça se retournait contre moi, je suis allée voir l'inspection du travail qui m'avait demandé de porter plainte. Donc qui a donné mon nom aux médias? Les journalistes. Donc vous voyez bien qu'en fait... Ah mais c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que là, pendant qu'on pointe soi-disant Assange... qu'il ne serait pas quelqu'un de fréquentable et donc qui ne respecterait pas les codes de déontologie, pourquoi est-ce que personne ne s'est jamais posé la question sur mon propre dossier, par exemple? Sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je n'ai jamais travaillé avec Wikileaks sur le dossier UBS. Eh bien, puisque vous êtes là, on se la posera peut-être tout à l'heure. Mourad Alder, en plus d'être député libéral, vous êtes officier supérieur à l'armée suisse. Et quand on est un officier supérieur, on n'aime pas, selon mes informations, tellement que l'on viole tous les secrets défense, même si c'est au service de la vérité. C'est ça qui vous gêne, entre autres, chez Julian Assange ? Non, ce qui me gêne chez lui, c'est que finalement, il a quelque chose d'aussi dérangeant que fascinant. Preuve en est la discussion que nous avons ici. Ce qui me gêne, c'est qu'on essaie de lui coller toutes sortes d'étiquettes, alors qu'en réalité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'est rien d'autre qu'un acteur qui opère sur la sphère de l'information et dans le cyberespace. Et en cette qualité-là, il y a quelque chose d'absolument hallucinant dans sa capacité, tout seul, avec bien évidemment des équipes qu'il y a derrière lui, mais tout seul, il arrive à tenir tête à des États importants, des États qui sont présents partout dans le monde, que ce soit les États-Unis ou le Royaume-Uni. Mais ce qui est gênant dans le combat de M. Assange, c'est finalement de dire que la transparence, elle doit être totale et absolue. Le secret, en tant que tel, ce n'est pas quelque chose de négatif. Le secret, on en a besoin, en particulier, par exemple, dans le domaine diplomatique, où lorsque deux États en conflit armé doivent négocier les termes d'un accord de paix, ils doivent pouvoir se parler, et doivent pouvoir se parler dans des conditions de plus totale confidentialité pour éviter précisément de compromettre les chances de succès d'un accord. Donc lorsqu'on étale à peu près tous les secrets diplomatiques sur la place publique, on empêche la résolution de conflits, on empêche la paix de se réaliser, et en cela, je ne peux pas cautionner les méthodes de M. Assange. Vous entendez un peu ce discours, Mireille Zaghi, ou pas du tout ? Oui, mais il y a le contexte. C'est qu'on a eu des mensonges d'État. C'est qu'on n'est pas dans un contexte normal où les États ne dissimulent rien, participent à la transparence, divulguent des choses, assument leurs responsabilités dans des guerres par rapport à des bavures, à de la torture, à des choses comme ça. Non, il y a eu des mensonges d'État et donc qui ne semblent pas d'ailleurs déranger du tout les détracteurs d'Assange. Hein, c'est curieux. Ils n'ont absolument rien à dire sur l'importance et le côté vital des informations. Par contre, donc avec ces tromperies majeures sur la guerre d'Irak notamment, les médias n'avaient pas fait leur travail. Ils n'y arrivent pas tout seuls. Certains n'auraient jamais pu sortir ces informations, même au bout de 100 ans. D'autres ont carrément repris des éléments de langage du Pentagone, ça c'est des faits. Et on leur transmettait directement des informations sur le champ des opérations en Irak. Ils les reprenaient telles quelles. Et lui, il arrive là au milieu et il
divulgue vraiment des choses que le citoyen doit absolument savoir. Sinon, le citoyen n'a juste pas les informations nécessaires et l'opinion publique va soutenir des guerres illégitimes. Et donc, pour moi, ceux qui défendent aujourd'hui Assange, au fond d'eux, ils veulent une certaine impunité pour les gouvernements et peut-être qu'il y a même un soutien idéologique aux guerres d'ingérence. Ils aimeraient bien que cette alliance occidentale et cette coalition internationale qui intervient, qui commet des bavures, etc., ça leur plaît parce que c'est la puissance du monde occidental qu'ils aimeraient voir se perpétuer. Un Assange montre une autre image du monde occidental. Il délégitime certaines guerres, certaines pratiques. Après, l'opinion publique dans ces pays, elle change, elle bascule. Donc, il a un effet gigantesque. Et ça s'appelle la démocratie. Si je puis juste me permettre, je crois qu'on a tous ici encore le souvenir du discours mémorable de Dominique de Villepin au Conseil de sécurité en 2003 pour justement dénoncer cette guerre que les États-Unis voulaient déclencher en Irak. Donc on savait déjà que cette guerre, elle obéissait à des logiques qui ne tenaient pas debout, qui ne reposaient sur aucun fondement. Et on savait très bien que cette guerre allait créer des bavures, qu'elle allait créer des violations des droits de l'homme, qu'elle allait créer de la torture. Monsieur Assange, et en cela on peut lui rendre hommage, à apporter des preuves que ce que nous craignions à l'époque allait effectivement se produire. Mais c'est naïf de croire que Monsieur Assange a révélé des choses qu'on ne soupçonnait pas. Il a apporté des preuves, mais des choses qu'on savait. Alors là, je pense que Serge Michel sera d'accord aussi. Il faut là des faits irréfutables. Colin Powell, quand il a montré la fiole à l'Assemblée générale de l'ONU, il a dit « Je vais vous montrer des faits irréfutables sur les armes de destruction massive. » Ancien secrétaire d'État à la défense. Dont tout le monde a vu la vidéo jusqu'à aujourd'hui avec la fiole dans la main. Et c'était des faits irréfutables que les médias ont repris en boucle, sans aucune contestation. En l'occurrence, par exemple, les photos d'Abu Ghraib, la prison à Bagdad, où il y a eu des abus terribles contre les prisonniers, elles sont sorties avant l'existence des fuites d'Assange. N'empêche que quand une photo comme ça sort, et dans Wikileaks, il y avait d'autres éléments sur Abu Ghraib, ça change la donne. Et vous ne pouvez pas dire que parce qu'on savait que les Américains allaient mal se comporter. Vous avez dit dans le cadre de négociations de paix, etc., mais les Américains ne faisaient pas la paix en Irak. Ils ont envahi un pays et ils ont... La même chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le fait de simplement publier sans aucun filtre, de manière brute, pour ne pas dire brutale, des documents de manière à mettre en danger des personnes qui sont parfaitement innocentes dans le processus qui a été engagé dans les terrains en guerre, eh bien, c'est une attitude qui, à mon avis, est irresponsable. Alors, là, attendez. D'abord, il n'a jamais publié une seule fausse information. Aucun journaliste peut le dire. Oui, Carlo Lombardini. Je crois qu'il y a une part d'ingénuité à croire que l'État ne ment pas. L'État ment, c'est une créature égoïste qui poursuit ses intérêts. Et donc, il y a peut-être une part de cynisme à l'admettre aussi. Oui, Carlo Lombardini. Et à l'approuver quasiment, enfin, de dire que c'est normal, mais on n'a pas besoin d'en savoir. Par là, c'est que c'est normal. Oui, l'État est la créature impersonnelle par excellence, utilisée parfois par des politiciens pour des motifs tout aussi égoïstes. Tout à fait, on est donc l'État dira c'est atroce, l'État fait ceci. La guerre en Irak était horrible parce que c'est une guerre. Et les règles, je ne sais pas si on doit être informé. Alors ça, très honnêtement, je ne sais pas si on doit être informé. J'ai une question, de téléspectateur à propos de ce qu'a dit Murat Alder, téléspectateur qui s'appelle Ars Moriendi, pseudo évidemment, qui dit quel processus diplomatique a été mis en danger par les révélations d'Assange. Mais je vais pas révéler le nom d'Ars Moriendi parce que je le connais. Mais vous le connaissez. Vous voyez, précisément parce que je ne pense pas que nous sommes soumis à un dogme de la transparence. Je ne vais pas révéler son identité. Non, je disais ça dans des termes généraux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a révélé un certain nombre de documents qu'on appelle des câbles diplomatiques. Et ces câbles diplomatiques expliquent dans les grandes lignes ce que ressentent les diplomates d'un pays à propos des diplomates d'un autre pays. Et on utilise parfois dans ces câbles des termes qui peuvent être assez crus et qui peuvent malheureusement être très mal compris par quelqu'un qui lit ça et qui n'est pas avisé. Stéphanie Gibault, il y a la liberté d'informer. Tout le monde est d'accord autour de cette table sur l'importance de la liberté d'informer. Il y a aussi quelques garde-fous en démocratie. On a parlé du secret défense, on peut parler de la protection de la sphère privée, on peut parler du secret médical qui peut parfois être trahi. C'est secondaire, tout ça doit s'effacer devant la recherche de la vérité ?
Écoutez, là, vous parlez du secret médical. Ce qui est absolument incroyable dans le dossier de Julian Assange, c'est que justement, son avocat disait qu'il a été filmé, épié dans l'ambassade d'Équateur, où justement tout son dossier médical a été pris par l'Équateur, et aussi toute la stratégie de défense mise en place avec ses avocats. Donc, vous voyez, il y a toujours deux poids, deux mesures. Moi, je ne sais pas comment faire comprendre que la transparence, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire en même temps que l'éthique et l'intégrité. Vous voyez, si vous reprenez mon dossier UBS, depuis 12 ans, et Madame Mirazaki, qui est sur le plateau, est témoin quand même de cette histoire UBS qui a commencé en 2007 aux États-Unis, c'est qu'en fait, depuis 12 ans, UBS dit « mais cette histoire est un mensonge ». Alors quand vous avez une banque comme ça, qui est plus puissante finalement qu'un État et qui ment autant, qu'est-ce que vous faites pour avoir la vérité ? Qui peut parler de la vérité, à part ceux qui ont les informations et qui sont capables de les décrypter ? Alors on va parler évidemment du cas UBS dans la deuxième partie de cette émission qu'on va pas tarder à entamer, mais j'aimerais juste encore rester peut-être une minute ou deux sur le cas de Julian Assange avec une question qui revient souvent. Je ne sais pas encore à qui je vais la poser, mais je vais commencer par la poser, puis pendant que je la pose, je déciderai à qui je la pose. Il y a un certain nombre d'éléments troublants. La collaboration de Julian Assange avec Russia Today, qui est avérée. Sa volonté affichée, déclarée d'ailleurs dans cette interview incroyable au New Yorker, où il dit « je veux détruire le journalisme ». Et puis une sorte de biais qui est remarqué, à tort ou à raison, par les uns ou par les autres, à dénoncer beaucoup et à révéler beaucoup des secrets de nos démocraties et assez peu des vilains petits secrets des régimes autoritaires. Serge Michel, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'il y a un biais anti-occidental de Julian Assange ? Et puis pour la poser de manière, et puis pour finir de faire l'avocat du diable, est-ce qu'il y a une collusion entre Julian Assange et Moscou ? Alors la collusion Moscou, je pense qu'il y a eu des liens. Hein. La campagne Trump-Hillary Clinton montre qu'il a reçu de ces informations de la part de hackers russes qui servaient leur gouvernement d'une certaine manière, et il a servi les intérêts de Trump aussi d'une certaine manière. Là, je pense que pour moi, c'est aussi une des raisons qui pousse à avoir ses réserves sur Assange, c'est qu'il s'est fait finalement manipuler, alors que voilà, lui qui prétendait révéler la vérité se fait manipuler un peu comme un bleu par des intérêts russes. Et puis d'autre part, je pense que on le voit, Stéphanie Gibault, vous dites voilà, je n'ai pas utilisé WikiLeaks pour révéler ce que j'ai dit. Je ne pense pas que Assange est le seul garant de ces révélations. Il avait des dossiers qui sont venus d'un lanceur d'alerte américain, de l'armée américaine basée en Irak, qui a sorti des documents extraordinaires, importants à mon avis pour la démocratie, et qui témoignaient d'abus massifs à ce moment-là en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Je pense qu'il a servi, et voilà, il a reçu ça, il a publié ça. S'il avait reçu des choses d'ailleurs, il aurait fait autre chose. Je ne crois pas qu'il y a un biais antidémocratique d'Assange. Je pense qu'il a simplement été opportuniste sur les documents qu'il a reçus. Carlo Lambertini. Moi, j'ai l'impression qu'un des problèmes qui se pose, c'est que notre civilisation occidentale est en train de se noyer dans ces grands mots, la transparence, les droits et ainsi de suite, alors que nous devons affronter des ennemis qui vont être terribles et qui ne respectent pas les mêmes règles. Et ça rejoint ce que vous disiez. J'ai l'impression que M. Assange a été ce que l'on appelle parfois l'idiot utile. C'est-à-dire, il a été probablement exploité, et en plus, on arrive à trouver des gens qui le défendent. Et je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que le vrai débat n'est pas la liberté. Bien sûr qu'on aime tous la liberté, mais le monde va être dominé par des civilisations qui sont différentes de nous et qui n'aiment pas la liberté. J'ai l'impression qu'on est à Byzance au XIVe siècle, avec les Turcs sous les portes, et nous sommes en train de discuter de comment doivent être faites nos icônes. Voilà, vous êtes exactement en train d'exprimer ce que certains journalistes ont fait, c'est qu'ils se sont alignés avec leur gouvernement, ils ont participé à l'effort de guerre et ils ont porté l'idéologie de l'Occident, de leur gouvernement, en prenant totalement parti pour ces guerres. Non, en fait, l'Occident, la démocratie, c'est pas du tout ça. Les journalistes trop proches du pouvoir ont considéré Assange comme un ennemi. Moi, j'interprète comme ça sa relation tendue avec les journalistes, c'est-à-dire eux existent dans la sphère légitime du journalisme dominant parce qu'ils sont proches des dominants, du pouvoir. Ils défendent la pensée dominante. Alors, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est très surprenant à quel point le monde des économistes ont été critiques d'Assange
pendant. Vous étiez la botte du pouvoir et des puissants, alors, Serge je Michel. Je ne suis pas allée jusqu'à dire ça. Mais c'est un peu ce que vous dites, Mireille Zaki. Lui, il se distingue de la caste des journalistes qui est devenu un clergé qui se permet d'excommunier l'un ou l'autre. La parole est à l'abbé Michel. La parole est à l'abbé Michel. Qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Donc ils excommunient des gens. Ils ne peuvent pas. C'est l'histoire qui dira qui est journaliste. Membre d'un clergé au service d'un Vatican occidental. Il n'est pas journaliste parce qu'il n'a pas cherché l'information. Il l'a reçue par là et il l'a diffusée. Un journaliste, c'est un enquêteur, c'est quelqu'un qui cherche l'information. Après, les journaux en question, les journaux en question, Le Monde, où j'ai travaillé pendant 7 ans, et d'autres, on continue de faire des enquêtes. Moi, je suis membre du consortium ICIJ. On a sorti l'affaire Offshore Leaks. Consortium international des journalistes d'investigation. Je suis obligé de traduire. L'affaire Panama Papers, qui est quand même considérable, et c'est pas du journalisme à la botte de qui que ce soit. Ça sert les intérêts d'un gouvernement important, mais on y reviendra toute fuite plus sert tard. quelque chose, et les fuites d'Assange ont aussi servi les intérêts. Il y a là effectivement matière à réfléchir. Mais il faut voir aussi Julian Assange comme un super facilitateur. Il a construit une plateforme qui a permis à des gens d'amener de l'information dont on n'aurait jamais pu avoir accès. C'est surtout ça qui est venu. Je veux dire, on a transformé... Affaire chez Book nous dit Wikileaks sur Internet. Wikileaks a réalisé l'objectif auquel aspirent tous les journaux, et ce, en mettant une information brute sans aucun artifice journalistique. C'est ce que vous dites. Je dirais pas. Il y a une caveat là, effectivement. C'est des éléments d'information qui ont été amenés. Le travail de journalisme, il doit se faire a posteriori de ce qui est mis à disposition. Mais le canal qui a été construit, il est unique, il a été répliqué. Je veux dire, la SSR a travaillé sur une plateforme du même type que Wikileaks, en s'associant avec d'autres, pour faire exactement la même chose au niveau suisse. Pourquoi ? Parce que ce modèle-là, il a été prouvé, il a été démontré. Ce qui est advenu par après, que l'évolution de cette plateforme, c'est encore une autre discussion, mais le but de cette plateforme, c'est quand même d'avoir pu mettre en relation des personnes qui n'auraient jamais eu accès à des journalistes, avec une information d'une qualité qui était extraordinaire. Guillaume Saoli, on va conclure sur le cas Assange, mais j'aimerais vous montrer, quand on fait une émission, vous le connaissez, sur Julian Assange, sur la RTS, le 8 mai 2019, voilà le genre de menaces qu'on reçoit sur Twitter, en l'occurrence Anonymous Scandinavia, qui nous dit « Salut infrarouge, nous surveillerons votre débat ce soir, on est tous tagués, pas d'extradition pour Julian Assange, redoutez-nous ». Vous êtes le président du Parti Pirate International. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, redoutez-nous? C'est quand même une drôle de manière de défendre la liberté d'expression et de débattre, non? Je suis un petit peu emprunté parce que je trouve tout simplement ce genre de menace déplacée dans un débat où effectivement tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. On a des whistleblowers qui sont sur le plateau, on a des journalistes qui ont travaillé avec Wikileaks, qui sont des gens de premier calibre. On n'est pas dans une réunion de conspirationnistes prétendant vouloir mettre Julian Assange au pilori et l'expédier directement dans les bras de Trump. C'est pas un peu gênant, Mireille Zaki, redoutez-nous, les Anonymous, qui nous disent ils défendent Assange, redoutez-nous? Une très grande partie de l'Internet, de la webosphère, de l'alter-info, évidemment, soutient Assange et les journalistes. Mais ça, c'est des méthodes de la Stasi, c'est pas des méthodes de la liberté d'information. Ça, c'est juste pour moi juste une émanation d'une opinion publique très répandue, notamment chez les jeunes et chez les dissidents et toute la webosphère dont les journalistes n'ont manifestement pas entendu parler, qui sont très critiques d'agissements de certains États qui sont des grandes puissances. Et les journalistes se trouvent en décalage avec cette opinion publique. Donc quand je vois Anonymous qui publie ça, ça me fait sourire, je me sens pas du tout menacée. Je me dis oui, allez-y, la liberté d'expression, bravo. Non, pas vous, puisque vous le défendez, mais de toute évidence, d'autres. Je suis là, je vous sauve de Anonymous, de leur colère. Bon, alors, si on a décidé de parler de Julian Assange ce soir, c'est aussi pour parler évidemment des lanceurs d'alerte en général. Il y a 15 ans, en francophonie, personne ne connaissait ce mot, lanceur d'alerte. C'était une tradition plutôt francophone. Ça s'appelait le whistleblowing, comme on a parlé Carlo Lombardini tout à l'heure. Depuis, les choses ont beaucoup changé. Christophe Sirot. Il y a lanceur d'alerte et lanceur d'alerte. Dans le genre, ce frêle nonagénaire est un mythe. Son nom, William Mark Felt, surnom Gorge Profonde, ex-numéro 2 du FBI. C'est lui la source secrète du Washington Post qui révèle le scandale du Watergate et fait tomber le président Nixon en 1974. Mais sautons rapidement quelques chapitres. Parmi les lanceurs d'alerte contemporains, Edward Snowden,
Ex de la CIA, ex-consultant de l'Agence nationale de sécurité, aujourd'hui réfugié en Russie, il dévoile un système de surveillance planétaire piloté par Washington. Antoine Deltour, ex de PricewaterhouseCoopers, il révèle les arrangements de cabinet d'audit avec le fisc luxembourgeois pour optimiser les impôts d'Apple, Amazon ou Ikea, les fameux LuxLeaks. Il est condamné avec sursis puis relaxé en appel. Christopher Wylie, ex de Cambridge Analytica, il dénonce les dérives du cabinet d'études londonien. Des millions de données Facebook privées utilisées pour orienter les votes lors de la présidentielle américaine ou sur le Brexit. La Suisse est aussi touchée par le phénomène lanceur d'alerte. Christophe Miley, ex-veilleur de nuit d'UBS Zurich, aujourd'hui citoyen américain, il sauve de la broyeuse des archives qu'UBS veut détruire en pleine crise des fonds juifs en déshérence. L'affaire SwissLeaks, c'est Hervé Falciani. Ex-informaticien d'HSBC Genève, il dérobe et tente de monnayer les données de dizaines de milliers de comptes révélant des pratiques louches. Il écope de 5 ans de prison par contumace. Stéphanie Gibault, ex-cadre de la filiale française d'UBS. Elle dénonce une mécanique d'évasion fiscale, le démarchage illicite de clients par UBS Suisse en France, la France qui va récupérer par la suite des milliards d'euros d'avoirs français en Suisse. Enfin, Bradley Birkenfeld, ex-employé d'UBS Genève. Au cœur d'une énorme fraude fiscale, l'Américain dénonce ses compatriotes qui cachent leur fortune en Suisse, fait 30 mois de prison et touche 104 millions de dollars du fisc américain pour services rendus. Jackpot. Carlo Lombardini, vous êtes peut-être tenu à un certain devoir de réserve sur l'une ou l'autre de ces affaires, mais tous ces lanceurs d'alerte, vous les classez tous dans la même catégorie des balances, ou certains trouvent quand même un peu grâce à vos yeux de banquier? Alors, pour moi, le lanceur d'alerte est celui qui, au sein d'une société, signale à l'organe suprême des dysfonctionnements de la société. C'est tout. Tous ceux qui violent la loi, tous ceux qui piratent, tous ceux qui marchandent, tous ceux qui balancent sur la place publique, pour moi, c'est pas des lanceurs. On commence à avoir des critères. Serge Michel, on se souvient du sketch des Inconnus, le bon et le mauvais chasseur. Est-ce qu'il y a le bon et le mauvais lanceur d'alerte? Et si oui, c'est quoi les critères? C'est ça? Je suis pas entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est pas toujours possible de dénoncer à sa hiérarchie. La hiérarchie a parfois intérêt aux activités illégales qui sont dénoncées. Dans l'affaire UBS, ça me semble assez clair. Je pense qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui sort des informations et qui les donne pas forcément à sa hiérarchie, mais parfois aussi aux journalistes. Et donc, après, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais? Je pense que Falciani, par exemple, il avait clairement, il a volé ses données pour les vendre, et puis ensuite, il s'est inventé un destin de lanceur d'alerte en disant, voilà, je faisais ça pour la liberté de la presse. C'est pas vrai, ou la liberté de l'information. Il avait une envie commerciale avec ces données, et puis finalement, elles ont atterri dans le domaine public. Mais attendez, ces données étaient vraiment importantes. Il y avait dans les comptes HSBC à Genève des gens des criminels notoires, des marchands d'armes, des trafiquants de diamants, des marchands de trafiquants de drogue. Il y avait des personnalités qui étaient là et qui étaient tolérées de façon incompréhensible par cette banque à Genève. Donc je pense que à la fin, Falciani, même si ses motifs à lui étaient sombres et étaient commerciaux, ces informations n'étaient pas dénuées d'intérêt. Stéphanie Gibault, à lire votre livre, peu importe les motifs, vous, les lanceurs d'alerte suisses dont font partie Hervé Falciani, mais il y en a d'autres, Rudolf Elmer, dans le cas Julius Baer, peut-être encore d'autres. Vous les défendez. Vous dites, ils ont été poursuivis, ils ont été emprisonnés pour certains ou condamnés par contumace. C'est un scandale. Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne foi, dans l'action désintéressée, quand on dérobe des documents pour les monétiser, puis ensuite on se présente comme un lanceur d'alerte? Mais c'est tout le débat qui est sur la personnalité justement des lanceurs d'alerte et sur pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Moi, je fais partie de ceux, et il y en a beaucoup dans mon livre, qui ont alerté en interne. J'entendais quelqu'un sur le plateau tout à l'heure qui disait un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce à sa hiérarchie. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu sur le plateau derrière vous, il y a quelqu'un que je connais très bien, que j'ai interviewé pour mon livre, qui s'appelle Madame Yasmine Motarjemi, qui a dénoncé en Suisse donc les dysfonctionnements de Nestlé pour qui elle travaillait, qui a eu absolument les mêmes soucis que moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dénonce en interne, quand on travaille dans une multinationale, on se jette dans la gueule du loup. C'est-à-dire qu'on se fait harceler, placardiser, isoler, dégrader, humilier, bien évidemment licencier, et qu'on se retrouve avec des plaintes
qui n'en termine pas. Moi, je suis en procédure avec UBS depuis plus de 8 ans maintenant, alors qu'aujourd'hui, la justice française a tranché et a donné à UBS l'amende record de 4,5 milliards d'euros début 2019, puisqu'elle a été capable de dire que tous les agissements avaient été répétés et suivis pendant des années. Alors, vous avez bien fait de parler de Yasmine. Alors, une fois que c'est Pardon, continuez, je vous ai interrompu. Non, continuez. Je disais donc, une fois qu'on a dénoncé en interne, on est mort. Une fois qu'on est sorti d'une entreprise comme celle-là, et ça c'est mon cas particulier, j'ai mis plus d'1 an pour redevenir, pour me remettre sur pied. Parce que j'en ai fait une dépression, bien évidemment, ça a emporté ma vie, ça a emporté la vie de mes enfants. Une fois que j'ai été licenciée par UBS, parce que j'ai une particularité dans ce dossier, c'est qu'en ayant dénoncé les faits en interne, moi j'ai Bercy qui m'est tombé sur le dos, et pendant plus d'1 an, j'ai été obligée, sur ordre de fonctionnaires Ministère des Finances français, Bercy, de donner des informations confidentielles qui appartenaient aux serveurs d'UBS. C'est très grave ce que je vous dis. Donc en fait, on a d'un côté une bande qui fraude, de l'autre côté un État qui dit lutter contre la fraude et qui utilise les collaborateurs des entreprises, donc en gros qui les déguise en espions, puisqu'on a quand même pris, enfin moi j'ai pris des risques extraordinaires pour aider l'État français. L'entreprise vous licencie parce que UBS, c'est bien évidemment une entreprise qui est capable de suivre les mails, les textos, les téléphones et tout ce qu'on veut de ses collaborateurs. Et alors, une fois qu'on est dehors, on vous laisse tomber. C'est-à-dire que le premier à ne pas respecter le droit, finalement, c'est l'État. Le premier à pas respecter le droit dans mon dossier, ce sont quand même ces hauts fonctionnaires qui ont donné des ordres sur l'affaire qui me concerne. Donc on est toujours en train de mettre la personnalité des lanceurs d'alerte. Est-ce que les hommes sont ceci? Est-ce que les femmes sont cela? Mais parler des informations et parler des actions. Yasmine Motarjemi, si on peut parler d'elle 2 secondes chez Nestlé, elle vit un cauchemar comme moi depuis 10 ans. Licenciée. On est dans des procédures qui n'en terminent pas un seul cabinet de recrutement, pas une seule entreprise, alors qu'on a aujourd'hui ce qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. On nous parle d'éthique, on nous parle d'intégrité, on nous parle de directeur de la déontologie. Personne ne veut de gens comme nous qui étions à la fois compétents et passionnés de notre métier et qui en plus sommes des gens intègres et honnêtes qui avons aidé, en tout cas moi j'ai aidé l'État français. Alors vous avez très bien fait. On se retrouve à se dire... Vous avez très bien fait, Stéphanie Gibaud, de parler de Yasmine Motarjimi, qui nous a écrit la seule et unique raison pour laquelle elle n'est pas autour de cette table, mais dans le public, c'est parce que l'affaire est encore en cours. Et c'est de nouveau d'obscures raisons de méthodologie et de déontologie journalistique. On ne peut pas faire le procès de Nestlé avec son lanceur d'alerte quand l'affaire n'a pas été classée par les tribunaux. Voilà pour la raison pour laquelle la situation est ce qu'elle est. Oui, Stéphanie Gibaud, reprenez la parole. Je ne suis pas, moi... Oui, je disais, moi, si je ne suis pas en plateau avec vous, c'est parce qu'il est dangereux pour moi d'aller en Suisse, puisque j'ai toujours ces plaintes d'UBS qui disent que je suis quelqu'un qui diffame l'entreprise, puisque rien n'a jamais existé. Ce qui est quand même terrible. Et où est l'État français dans cette histoire? Alors on va se protéger. Vous avez très bien fait de poser ces questions. Voilà. Vous avez très bien fait de poser toutes ces questions. On va essayer de prendre la définition, essayer de faire un petit peu de droit sans être ennuyeux. Quel est le lanceur d'alerte éligible à une protection en tant que tel par une loi de protection des lanceurs d'alerte? Il y a d'abord une définition du Conseil de l'Europe. C'est une définition du Conseil de l'Europe qui date de 2014. Elle dit: est un lanceur d'alerte toute personne qui révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général dans le contexte de sa relation de travail dans le secteur public ou privé. Murat Julien-Alder, vous participé à l'élaboration de la loi genevoise sur les lanceurs d'alerte, sur la protection des lanceurs d'alerte. Elle n'est pas encore en force. C'est suffisant cette définition? Il en faut plus, il en faut moins? Je pense que cette définition est insatisfaisante. Nous avons effectivement à Genève inscrit dans la Constitution genevoise, et c'est un fait unique en Suisse, un droit à une protection spécifique pour ceux que nous avons décidé de reconnaître comme des lanceurs d'alerte, autrement des personnes
qui, de bonne foi, révèle des informations à l'organe compétent. La loi française, elle va encore plus loin puisqu'elle précise que la personne qui révèle l'information doit le faire de manière désintéressée et en plus de ça, elle exclut du champ de la protection la totalité des échanges, des écrits, des conversations qui peuvent avoir lieu sous le coup du secret défense, du secret médical, du secret professionnel de l'avocat ou encore du secret de l'ecclésiastique. Donc, à mon sens, il est impératif que le lanceur d'alerte couvre une réalité qui puisse protéger les personnes qui de bonne foi agissent pour des raisons morales ou pour des raisons qui échouent à leur éthique, mais en aucun cas je ne pourrais vivre avec une définition du lanceur d'alerte qui finalement permet à n'importe qui révèle des informations confidentielles de se protéger derrière le bouclier du statut de lanceur d'alerte pour ne pas faire face aux conséquences de ces actes. Alors justement, on a évoqué... Donc, pardon, mais en vertu de la loi française ou de la loi genevoise, à la différence près du désintéressement, Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, check. Yasmine Mottarjimi, lanceuse d'alerte, check. Oui. Hervé Falciani ou Bradley Birkenfeld, clairement pas de check du tout. Clairement pas, parce que dans le cas de M. Falciani, j'aimerais quand même rappeler ici que sous l'angle du droit suisse, il est considéré comme un criminel puisqu'il a été condamné, que sa condamnation est entrée en force, qu'il s'est soustrait à la justice suisse, qu'il refuse de venir en Suisse pour exécuter la peine à laquelle il a été condamné. Je rappelle aussi que M. Falciani, selon les termes qui ont été employés par le tribunal pénal fédéral, c'est pas moi qui l'invente, a agi par appât du gain, il a déployé une importante énergie criminelle. Donc on n'est pas du tout dans le même cas de figure de ces dames qui, elles, à mon sens, correspondraient parfaitement à la définition du lanceur d'alerte puisqu'elles agissent de bonne foi. Mireille Zaki. Alors justement, il y a une claire différence entre certains lanceurs d'alerte et d'autres. Et tout à fait, Madame Gibault, mais aussi, moi j'ajoute évidemment les dénonciateurs éthiques qui sont dans le champ politique comme Julian Assange, Manning et puis Snowden. C'est des gens qui devraient être protégés. C'est des gens qui s'opposent à des intérêts puissants et qui ne réclament pas, ils n'essayent pas de monnayer ouvertement ça. Au même moment où l'État américain payait 104 millions à Birkenfeld pour le récompenser d'avoir démantelé le secret bancaire suisse dans l'intérêt des États-Unis, il condamnait Manning à 35 ans de prison. Ça veut tout dire. Carlo Lombardini, la loi européenne qui vient d'être débattue entre les différentes instances européennes, ça a été long, les États ne sont pas d'accord entre eux. Il y a notamment certains États comme la France qui insistaient mordicus sur l'obligation faite aux lanceurs d'alerte de passer d'abord par le signalement interne, par la procédure interne. Ça, pour vous, c'est une condition sine qua non. C'était le cas de Stéphanie Gibault. C'est une condition sine qua non. Et je pense que l'entreprise qui ne prend pas au sérieux les signaux qu'elle reçoit des lanceurs d'alerte court un grand risque. Parce que ça peut être... Parfois, c'est des systèmes. Par exemple, prenez le cas LuxLeaks, Luxembourg Leaks, avec Antoine Deltour. Il ne va pas dénoncer à sa hiérarchie les... Il n'a rien fait. Il n'a rien dénoncé. Il a sorti des documents qui montraient que le Luxembourg, de façon scandaleuse, facilitait... Mais ce n'est pas de façon illégale, si je peux me permettre. Ça, c'est le grand débat. Mais est-ce que c'est... Alors, moi, est-ce que vous pensez que lui doit être protégé ou pas? Il a été protégé. Et finalement, la justice luxembourgeoise l'a exempté de son... Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a un problème. C'est dénoncer quelque chose d'illégal, à la hiérarchie ou pas, et ensuite dénoncer sur la place publique ce qui choque un journaliste. Non, parce que un journaliste, ça choque des citoyens de toute l'Europe. Mais d'accord, mais ça ne donne Amazon, pas un Apple intérêt ne paye pas d'impôts légitime. dans les pays parce qu'ils mais se je suis font désolé, arranger. on est extrêmement loin de l'acte illégal. Très bien. Eh bien, ça a fait changer la loi au Luxembourg, ça a fait changer les règles européennes. Mais je trouve très dangereux pour la société, si ça vous voulez mon avis. Ça a fait avancer. Parce que je pense que ça devient un pouvoir... Était illégal. Le Watergate. Le Watergate était illégal. Non, Voyons. mais on peut discuter du privilège du président des États-Unis d'Amérique, personnellement. Stéphanie Gibault, sur cette question du signalement interne, est-ce que finalement c'est pas... Vous êtes passé par le signalement interne, mais est-ce que finalement c'est pas une manière de s'assurer que... Il y a quelque chose qui n'a jamais été dit dans tous les débats auxquels j'ai assisté depuis 10 ans. Un lanceur d'alerte qui lance l'alerte en interne, c'est quelqu'un qui est attaché à son entreprise. C'est quelqu'un qui aime son entreprise. On parlait de Yasmine Mottarjimi tout à l'heure, mais dans mon livre, il y a beaucoup d'autres gens qui ont fait la même chose que moi, qui sont tous allés voir leur supérieur hiérarchique et leur management pour dire, bah là, il y a un truc qui va pas.
Bon, ben voilà, je vous le dis parce que c'est mon devoir de citoyen, mon devoir de collaborateur de vous le dire. Et puis parce que j'aime mon métier, parce que j'aime mon entreprise. Enfin, personne ne parle de ça, mais l'entreprise, c'est un endroit où normalement on s'épanouit parce qu'on a des collègues, on a des projets, on a des budgets, on a des intérêts à y travailler, intellectuels et professionnels. Et qu'en fait, on met le doigt sur quelque chose qui ne va pas, pensons justement que le top management va régler ce problème. Donc en fait, le lanceur d'alerte, lui, il apporte des solutions aussi en interne, et que par exemple une des vraies questions qu'on pourrait se poser, parce que dans mon livre j'essaye de proposer des solutions, des préconisations. J'ai posé la question à plus de 300 personnes de comment on pouvait gérer le problème, etc. Il y a à la fois le problème de l'audit interne. Je vais repartir sur Yasmine Motarjami et sur mon dossier. Nous n'avons jamais été audités. Comment est-ce que deux grands groupes dans lesquels nous avons pu travailler toutes les deux, moi une banque et elle l'industrie alimentaire, comment est-ce qu'il est possible qu'on n'ait jamais été audités? Et puis, autre chose qu'on pourrait proposer aussi, c'est qu'il y ait des audits externes qui permettraient justement de montrer que nous, les lanceurs d'alerte, on a tout perdu parce qu'on a dit la vérité et parce qu'on a essayé de nous museler. Donc ça, c'est un point très important. Un lanceur d'alerte qui lance l'alerte en interne, c'est quelqu'un qui aime son entreprise et qui ne veut pas la détruire. Vous avez parlé tout à l'heure de Bradley Birkenfeld, mais son combat, c'est pas l'évasion fiscale, son combat, c'est tuer UBS. Moi, j'ai jamais eu ces propos-là vis-à-vis de mon ex-employeur. Moi, j'ai toujours dit, il y a un manque d'éthique, il y a une vraie problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ça? Et surtout, je ne veux pas en être ni coupable, ni complice. Murat Alder, prenons le cas au hasard de la banque HSBC ici à Genève et donc de Hervé Falciani. Imaginons qu'Hervé Falciani fût animé des meilleures intentions du monde. Et puis qu'il découvre que tout à coup, dites donc, il y a des gens qui font de l'évasion fiscale parmi les clients de cette banque. Puis il sonne le whistleblowing interne, et il va voir le top management, puis qui dit, je me suis rendu compte qu'il y a des clients qui fraudent, qui échappent au fisc. En gros, c'était le business model de la banque genevoise pendant 50 ans. Est-ce que c'est pas une manière, si on tient à cette obligation du signalement interne, de neutraliser pour toujours toute espèce de lancement d'alerte possible et imaginable? Mais bien évidemment non, parce que je suis persuadé que la direction, respectivement le conseil d'administration d'une banque, apprenant les éléments qui seront portés à sa connaissance, prendront ces éléments-là très au sérieux, vont investiguer, vont chercher à savoir de quoi il s'agit, prendre peut-être des mesures à l'interne pour éviter que ces situations ne puissent se reproduire. Mais c'est pas un peu naïf de croire ça, de croire qu'une société va renier ce qu'il fait? Ce n'est pas du tout naïf, parce qu'une banque de ce genre-là ne peut pas se permettre le luxe de mettre en péril sa réputation sur la scène suisse et sur la scène internationale. Maintenant, par rapport aux plateformes de whistleblowing, ce que j'aimerais dire ici, puisque vous avez évoqué la loi genevoise, qui est actuellement d'ailleurs en cours de traitement en commission parlementaire à Genève, le gros débat que nous allons avoir au Grand Conseil genevois, c'est la question de savoir si la dénonciation de faits par des lanceurs d'alerte doit se faire sous le couvert de l'anonymat le plus total ou sous le couvert de la confidentialité. Actuellement, on a une plateforme de lanceurs d'alerte fédérale sous le contrôle du contrôle fédéral des finances qui permet à tout un chacun, de manière totalement anonyme, et c'est garanti, c'est une société allemande qui exploite ce système, ce qui pose d'ailleurs à mon avis un problème, mais bref, vous pouvez de manière parfaitement anonyme aller déverser du fiel sur n'importe quel employé de la Confédération sur cette plateforme de whistleblowing sans être inquiété dans l'hypothèse où vos propos seraient parfaitement faux, diffamatoires ou calomnieux. Et ça, c'est inquiétant, raison pour laquelle je pense aussi que le lanceur d'alerte de mauvaise foi doit pouvoir être poursuivi dans les cas où délibérément, dans un but exclusivement malveillant, il va diffamer quelqu'un sur une plateforme de lancement d'alerte. Non, mais ça joue pas, vous dites Mireille Zaki. Parce que dans la plupart des cas, quand vous dénoncez des pratiques malveillantes, malhonnêtes dans un grand groupe, peut-être que vous mettez en danger l'intérêt de l'entreprise elle-même et vous dénoncez un système. Ça arrive. En fait, je pense que c'est dans la majorité des cas. Ouais, et vous encouragez la délation avec ça, madame? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Quand c'est dans l'intérêt justement d'avoir plus d'honnêteté, une des meilleures pratiques, évidemment, vous ne pouvez pas couvrir des pratiques si c'est un système. Et donc, vous dénoncez l'entreprise à elle-même. C'est comme si Roberto Saviano avait enquêté sur la mafia. En disant, dites donc, amis mafieux, vous faites des choses qui ne sont pas... Je dénonce chez vous ce que vous faites. Voilà. C'est une analogie un peu exagérée, mais c'est... Carlo Lombardini, rapidement, puis j'ai une question pour Guillaume Sarli. Carlo Lombardini, rapidement. L'entreprise est de respecter la loi. Alors après, tout dépend de savoir comment elle est organisée.
Et est-ce que les instances de surveillance acceptent cette mission? Mais aucune entreprise n'a de nos jours intérêt à violer la loi. Le problème, c'est qu'on parle ici des lanceurs d'alerte qui ont eu un rôle légitime comme Madame Gibault, mais dans les entreprises, vous recevez des centaines, voire des milliers de communications qui parfois sont délirantes. Donc, le phénomène est aussi un peu plus complexe que ce qu'on est en train de le dépeindre. Guillaume Saoli, il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission. On a vu qu'il y avait une loi en gestation, enfin elle n'est pas encore en force, mais presque à Genève sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est rien au niveau fédéral, il y a quelque chose dans le pipeline, mais on n'y est pas. Est-ce qu'il y a là urgence? Je pense qu'il y a urgence et on a déjà essayé en 2014 de faire passer une loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui est restée lettre morte. Effectivement, il y a une nécessité d'encadrer ça. Il y a une nécessité aussi de fournir des structures. Le fait que ce soit une société allemande qui prenne en compte les dénonciations, le whistleblowing pour la Confédération, c'est problématique. Mais c'est aussi un gage d'indépendance. C'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir de manière externe et neutre. Donc effectivement, dans une structure dans laquelle on parle de lanceurs d'alerte, il faut leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer, d'entrer dans la hiérarchie, de rentrer dans des arcanes de discussion au sein de l'entreprise. C'est des relations entre personnes, des relations hiérarchiques. Donc c'est problématique par rapport à l'avancement, c'est problématique par rapport à la fidélité, à la loyauté de l'employé envers son supérieur, qui est quelque chose auquel les gens sont très attachés. Et de l'autre, en ayant un système avec un agent neutre externe qui utilise les mêmes technologies qu'un Wikileaks, par exemple, ça permet d'assurer la protection de la personne qui énonce le problème. Ça permet aussi d'avoir une traçabilité dans l'historique qui est très forte. Parce qu'il ne faut pas oublier que le système que Wikileaks a mis en place, ça laisse aussi des traces au point de vue de la consultation, au point de vue du travail de recherche des données et ainsi de suite. Donc c'est aussi un gage de transparence quant au traitement des whistleblowers et du traitement de ces problématiques-là. On ne pourra plus mettre sous le tapis ce genre de problématiques. Il faudra les gérer, il faudra en tirer les conséquences au niveau des gouvernances d'entreprise, au niveau de la protection des personnes, de leur sphère privée. Et c'est pas de faire arriver un lanceur d'alerte sur la place publique parce que son dernier recours, ça a été d'aller devant un tribunal pour dénoncer des faits. Et d'avoir été instrumentalisé. Pour sortir du monde de l'entreprise, et puisqu'on approche de la fin de cette émission, j'aimerais, Mireille Zaki, me tourner vers vous et la thèse intéressante que vous avez détenue. On va revenir un tout petit peu au début de l'émission pour boucler la boucle, que vous avez défendue dans un éditorial remarqué du 1er mai dernier dans Bilan, où vous affirmiez en substance qu'au lieu de faire la leçon à Julian Assange, les démocraties occidentales, qui sont le berceau de toutes les libertés, à commencer par celle d'informer, la liberté de la presse, la liberté d'expression, il ferait mieux de s'interroger sur le respect de leurs propres valeurs quand elles tombent systématiquement en bras raccourcis sur les lanceurs d'alerte et sur Julian Assange. C'est ce que vous dites. Il y a une valeur fondamentale qui est celle de maintenir des structures d'opposition au sein d'une société. Mon père, un journaliste égyptien qui a été journaliste d'opposition pendant 60 ans, sous le roi Farouk, sous Nasser et ensuite sous Sadat et parfois emprisonné pour dissidence politique. Pour moi, le journalisme d'opposition, c'est le sel, c'est le fondement, c'est l'essence de toute démocratie, pour le bien de cette démocratie. C'est pas pour les détruire. C'est que vous avez besoin, comme dans les structures de whistleblowing, où je peux dénoncer des pratiques internes à une entreprise qui sont mauvaises pour l'entreprise, ça permet vraiment de maintenir en vie ces démocraties. Aujourd'hui, on a des pays comme les États-Unis qui décident unilatéralement qui est-ce qui doit être président de la Syrie, président du Venezuela. Ces pays doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes à leurs citoyens. Les médias ont un travail à faire. Et des gens comme Julian Assange sont vitaux dans ce rôle-là. Carlo Lombardini, on a l'impression, est-ce qu'on a tort, que systématiquement, le lanceur d'alerte, que ce soit Julian Assange, en est-il là, on n'était pas, peu importe, on lui tombe dessus à bras raccourcis, on le discrédite, on va lui chercher des poux dans sa geste, on explique que c'est une hystérique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réflexe de self-preservation, d'autopréservation? Je ne sais pas s'il y a un réflexe de self-préservation,
Mais quand on compare, on dit Julian Assange, le Mahatma Gandhi ou Martin Luther King, je suis désolé, on est quand même encore un peu loin de ce genre de personnage. Pour l'instant, c'est un histrion du début du XXIe siècle qui nous vaut le plaisir d'être unis tous ensemble aujourd'hui. Et ça va s'achever dans 20 secondes. La parole, le mot de la fin sera pour vous. Le mot de la fin sera pour vous à Paris, Stéphanie Gibault. C'est Joachim Sonneforget, député des Suisses, des Français de l'étranger, en l'occurrence en Suisse, qui dit l'acharnement sur un homme, Julian Assange. Bien que je ne valide pas ces méthodes, en dit long sur ce qui le dérange et sur les méthodes utilisées, y compris par nos démocraties. Nous aurions dû lui donner l'asile en France, selon notre tradition politique. Vous qui êtes candidate aux Européennes aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, vous avez 10 secondes pour répondre. Est-ce que vous pensez que la France, même si elle ne vous a pas protégé, devrait accueillir ou donner l'asile à Julian Assange ? Mais bien évidemment, puisque la France a en plus accueilli et protégé des anciens dictateurs. Nous avons eu des exemples, et notamment Duvalier, qui a été accueilli et protégé ici. Voilà, vous voyez. Donc si on accueille Duvalier, on peut accueillir Julian Assange. Et Edward Snowden. N'oubliez pas qu'Edward Snowden a aussi demandé l'asile et que ça a été aussi refusé, alors que la NSA a écouté les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. Donc il y a vraiment tout à... voilà. Merci Stéphanie Gibault, merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à tous les 5 en plateau d'avoir été avec nous. Merci à vous Yasmine Motarjimi d'avoir été dans le public, même si vous n'avez pas pu être autour du plateau. Merci à vous tous d'avoir alimenté ce débat. J'ai essayé de vous répondre un maximum. Infrarouge revient mercredi prochain avec un nouveau débat d'actualité. D'ici là, passez d'excellentes semaines sur la RTS ou sur Wikileaks. Bye bye.